Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et ça y est, Franck Ferrand a pris place devant son micro bleu Europe 1 au studio Coluche, prêt à nous entraîner dans d'incroyables aventures. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Dans des aventures partagées par une foule innombrable, composée de fans de 7 à 77 ans, les aventures de Tintin. Tenez Julia, rien que pour le plaisir, écoutez ça. La musique du générique du dessin animé tiré des célèbres aventures du jeune reporter belge. Alors ce jeune reporter va-t-il parvenir encore à nous surprendre? Vous le saurez en écoutant ce nouvel épisode d'Au cœur de l'histoire. Alors à défaut de recevoir Tintin en personne, vous avez invité l'un de ses plus fidèles biographes. Oui, à mes yeux, le meilleur connaisseur de Tintin, d'Hergé, de la ligne claire et de tout cet univers. Benoît Peters est en effet avec nous et j'en suis très heureux. Et je ne serais pas surprise, Franck, que les questions affluent aujourd'hui sur le site internet d'Europe 1, www.europe1.fr. 1000 milliards de mille sabords, en route Moussaillon. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Comme bien des personnages dits de fiction, Tintin est né presque adulte, j'allais dire tout armé, le matin du 10 janvier 1929. Né dans les colonnes du supplément hebdomadaire pour la jeunesse d'un journal catholique belge, le XXe siècle. Ce supplément s'appelle Le Petit XXe et son unique collaborateur à l'époque, c'est Georges Rémy, alias Hergé, un nom qui, un jour, deviendra presque aussi célèbre que celui de son héros de papier. Sur un plan philosophique, du reste, on peut se demander, comme l'a fait notre invité Benoît Peters, si c'est Tintin qui est le fils d'Hergé ou plutôt Hergé qui serait le fils de Tintin. Je laisse pour le moment la question en suspens. Une chose est sûre, les deux planches où apparaît le jeune reporter. Au début, dans l'esprit d'Hergé, Tintin a environ 14-15 ans. C'était d'ailleurs l'âge propice pour faire ses débuts dans le reportage à l'époque. Ces deux pages donc paraissent dans le Petit XXe du 10 janvier 1929 et l'idée de créer ce jeune reporter pour en faire d'entrée de jeu le témoin horrifié de la réalité du régime des soviets, qui à l'époque était depuis quelques années sous la férule de Staline, cette idée n'a pas germé d'abord dans l'esprit d'Hergé. Si l'on en croit la secrétaire du rédacteur en chef du XXe siècle, elle s'appelait Germaine Kikens, elle sera un jour la première épouse d'Hergé, c'est leur patron à tous deux qui a formé ce projet, disons-le, propagandiste. Le patron en question s'appelle l'abbé Wallet. Il a lu l'ouvrage à succès paru en 1928 sous le titre « Moscou sans voile », un ouvrage écrit par un ancien consul de Belgique en Russie soviétique, et la mission que l'abbé Wallet confie aux jeunes dessinateurs, je dis jeunes dessinateurs, à l'époque Hergé a 21 ans, c'est ni plus ni moins que de mettre ce pamphlet anti-soviétique en images et de rendre le propos sympathique en permettant au lecteur de s'identifier aux jeunes reporters. Ce qu'Hergé ne pouvait pas deviner, c'est l'incroyable succès de son feuilleton en bande dessinée. Des foules d'adolescents vont se passionner pour les aventures du nouveau reporter, au point que le journal organise à des fins publicitaires le retour d'un Tintin en chair et en os. On a demandé à un figurant de jouer le rôle de Tintin, on va le chercher à la gare du Nord de Bruxelles et on le ramène comme ça jusqu'au bureau. L'abbé Wallet comprend le parti qu'il va pouvoir tirer de la popularité du nouveau héros de papier. Sitôt rentré de Russie, on expédie donc dans les pages du Petit XXe notre Tintin tout beau tout nouveau au Congo, la seule possession dont la Belgique en ces temps de glorification coloniale puisse se targuer. Alors on voit là le jeune reporter démanteler tout un trafic de diamants organisé par un certain Al Capone. Ça n'est pas innocent, évidemment. L'envie du jeune Hergé, en cette année 1931, c'était d'entraîner ses lecteurs aux trousses de Tintin, moins dans la jungle africaine qu'à travers des États-Unis qui connaissaient à l'époque la prohibition. Ce sera chose faite dès la 3e
4e aventure, la popularité de Tintin donnant du poids à son créateur pour s'imposer face à l'abbé Wallet, Hergé va pouvoir expédier Tintin aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de vous préciser qu'à l'époque, ces bandes dessinées sont encore assez éloignées de ce qu'elles vont devenir dans la version remaniée et colorisée des années 40. Pour le moment, tout est en noir et blanc, le trait se cherche encore un peu, le récit n'a pas atteint cette suprême fluidité qui le hissera au rang d'un grand classique. Ce qu'il y a d'amusant pour les amateurs d'histoire que nous sommes, et on peut dire que c'est particulièrement vrai dans ses premières aventures, qui vont devenir les premiers albums de Tintin, le jeune reporter dessiné par Hergé, avec son fidèle Milou. Ces premières aventures, on peut dire qu'elles suivent d'assez près les événements politiques et dès lors historiques de l'entre-deux-guerres. Je vous renvoie à l'étude assez approfondie que propose sur ce thème un passionnant hors-série des magazines Le Point et Historia. On y voit comment les cigares du pharaon s'inspirent de l'égyptomanie ambiante et le Lotus bleu, qui est la suite de l'histoire, tout ça ne fait qu'un, s'inspire des soubresauts qui agitent l'Extrême-Orient, notamment, on parle pas mal, enfin on sent la présence dans cette affaire des Japonais et de l'impérialisme nippon. Peu à peu, à mesure que se construit l'univers de Tintin, on peut dire qu'il va s'éloigner un peu, qu'il va prendre du recul par rapport à cette histoire. Quoique, il se peuple, vous savez, de personnages, les Dupont, le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, Bianca Castafiore, Nestor. On peut dire que l'ancrage de Tintin sur les pulsations de l'histoire a tendance peu à peu à se dissoudre. Je cite Hervé Gattegno. « Loin d'éclaircir tous les mystères de l'œuvre, nous dit-il, la réécriture des albums à laquelle Hergé s'est astreint au fil des ans pour mettre en couleur les premières aventures et dans le but d'effacer des références historiques ou politiques trop précises, a créé le flou en abolissant les frontières. En transportant Tintin et les siens dans des pays imaginaires, Hergé a fondé un monde nouveau, hors de la géographie et du temps, protégé des soubresauts de l'actualité. Qu'importe, puisque ses intuitions sur la guerre du pétrole, les révolutions du tiers-monde et les filières du crime organisé restent contemporaines. » Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Avec un récit qui s'intéresse aujourd'hui à une grande star internationalement connue, c'est Tintin, Franck. Eh oui, Julie. Alors, je vous parlais du hors-série des magazines Le Point et Historia sur les personnages de Tintin dans l'histoire. J'en ai un autre là sous les yeux. C'est le hors-série, cette fois, de Philosophie Magazine qui aborde l'œuvre d'Hergé sous l'angle de la pensée, de la morale. Et j'aimerais vous citer à ce propos quelques phrases du préambule confié à Michel Serres qui nous dit que les albums de Tintin, à ses yeux, sont avant tout un extraordinaire manuel de morale. Et la vraie morale de Tintin, nous dit-il, c'est qu'il faut aimer non pas son prochain, celui qui est aimable, mais au contraire celui qui est banni, honni, considéré comme le pire ennemi d'entre nous. En fait, ce que veut dire Michel Serres s'appuie directement sur l'album Tintin au Tibet et sur la confrontation avec le Yéti. Voilà la seule démarche vraiment éthique, dit Michel Serres, savoir reconnaître le bien quand il est porté par la figure du mal, mieux, faire du bien même au mal. En fusionnant Tintin et le bon samaritain, Hergé a anticipé sur l'une des plus grandes aventures morales de notre temps, le voyage humanitaire. Michel Serres, et c'est pour ça que je tenais notamment à le citer, il a été le premier grand intellectuel dès 1970 à se pencher longuement sur le cas de Tintin. Bien d'autres ont suivi et parmi ceux qui ont osé prendre les œuvres d'Hergé au sérieux pour les étudier comme on étudierait un grand classique, figure évidemment notre invité d'aujourd'hui, Benoît Peeters. Bonjour Benoît Peeters, merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour moi, vous n'êtes pas seulement, je l'ai dit tout à l'heure, le meilleur biographe d'Hergé, votre bio chez Flammarion a été d'ailleurs réédité en poche chez Champ Flammarion. Vous êtes surtout l'auteur d'un ouvrage qui compte avec celui d'Annie Combe sur Agatha Christie, d'ailleurs aux Impressions Nouvelles, ou avec l'ouvrage de Truffaut sur Hitchcock, au nombre de mes ouvrages de chevet. Vous êtes un de ceux qui avaient étudié le mouvement qu'on a appelé des néo-rhétoriqueurs. En tout cas, vous vous êtes beaucoup intéressé aux structures de la narration. L'ouvrage dont je parle, ce sont Les bijoux ravis, c'est le titre du livre. C'est une approche sémiotique à la manière de l'irremplaçable Roland Barthes, d'un des derniers albums de Tintin, Les bijoux de la Castafiore, si vous voulez bien. Nous y viendrons à la fin de cette émission. Pour le moment, j'aimerais que vous nous disiez un mot de vos propres rencontres avec Hergé, parce que vous l'avez connu, Hergé.
Oui, je me suis rendu compte un jour que Tintin était peut-être la seule œuvre que je n'avais pas cessé de lire. Je commençais à lire Tintin, j'ai grandi en Belgique, je commençais à le lire avant même de savoir lire. Et 18-19 ans, quand j'avais des lectures plutôt sérieuses dans le domaine de la littérature ou de la philosophie, je continuais à lire Tintin. Je lisais d'autres choses, mais je revenais régulièrement à Tintin. Je me suis dit finalement, ce sont les seuls livres sur lesquels je reviens sans cesse. Et quand j'ai proposé à Roland Barthes, qui était mon maître, de faire mon travail de fin d'études, quelle référence, ça commence c'était une chance, de faire mon travail de fin d'études à l'école pratique Hergé, des études, oui. J'avais envie de tout simplement, au fond, de comprendre la persistance, la permanence de cette œuvre. À l'époque, dans l'université en France, ce n'était pas si facile, mais bon, avec Barthes, j'ai eu l'accueil de Barthes avait l'ouverture d'esprit nécessaire. L'ouverture à tous les objets du monde, les objets culturellement valorisés et les objets neufs. Alors, et j'ai voulu aller voir Hergé. Et il m'a reçu. J'étais un jeune étudiant. Je n'étais rien du tout. En 1977. En 1977, je suis allé avec un ami proche, aussi passionné que moi par Hergé, Patrice Hamel. Nous sommes allés tous les deux. Nous sommes venus même, je me souviens, en autostop jusqu'au studio Hergé. Nous avons eu une chance énorme. C'est qu'un autre journaliste qui s'était annoncé n'est pas venu. Et nous avons passé l'après-midi complète avec Hergé. Nous l'avons eu pour nous pendant 3 heures. Et ce qui m'est resté de plus fort, c'est sa curiosité à notre égard. Nous avions une curiosité immense par rapport à lui, mais pourquoi lui par rapport à nous? Et je garde cette image d'un homme ouvert, lumineux, qui avait 70 ans mais qui paraissait très jeune et qui s'intéressait à tout. Si vous voulez, nous allons revenir sur ces premières rencontres, sur la personnalité d'Hergé, sur son œuvre, etc. Ensemble, Benoît Peeters, dans un instant. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et à l'occasion de la sortie prochaine du film de Steven Spielberg, ce sera le 26 octobre prochain d'ailleurs, Les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Vous nous proposez, Franck, une émission spéciale autour de ce personnage spécial. Oui, ce personnage qui a été l'un des mythes du XXe siècle et qui continue d'hanter aujourd'hui un très grand nombre de nos auditeurs, j'en suis convaincu. Vous savez, c'était le général de Gaulle qui disait à André Malraux que finalement il n'avait à l'échelle internationale qu'un concurrent, c'était Tintin. Il disait, nous sommes tous les deux des petits qui sont seuls face aux grands. Et s'identifier à Tintin, ce qui est un peu une identification inattendue, on va dire. Hergé avait été stupéfait par cette remarque. Et de la part de Gaulle, l'idée, nous sommes les petits qui ne nous laissons pas avoir par les grands, c'est assez drôle dans sa bouche. Alors Benoît Peeters, vous étiez en train de nous dire que vous avez donc rencontré en 1977 Hergé, ça n'a pas été la seule de vos rencontres, vous l'avez finalement bien connu. Alors, le personnage a longtemps été plus que mystérieux. Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'aimait pas trop les interviews, il se montrait peu. Il était assez lisse dans son apparence et dans son comportement, même si vous me disiez juste avant que ne commence cette émission qu'il aimait s'entourer de personnalités un peu extraordinaires, un peu fantasques, aux limites parfois de l'excentricité. C'est quelqu'un dont on sait depuis quelques années, parce que des biographies comme la vôtre ou des reportages de télévision ont été diffusés, qu'il avait une grande dimension spirituelle, qu'il s'intéressait beaucoup aux questions de l'esprit, de l'au-delà, etc. On sait qu'il était passionné d'art contemporain, et au moment de sa mort, il était en train de travailler à cette aventure de Tintin et l'Alphare, qui devait mettre Tintin dans la situation d'un amateur d'art contemporain. Mais toutes ces données-là ne permettent pas de brosser le portrait d'Hergé. Qui était-il vraiment? Est-ce qu'il était d'abord aussi lisse, aussi boy scout qu'il en avait l'air? Je crois qu'il y a deux Hergé, ou peut-être il y a Hergé et Georges Remy, son véritable nom. Hergé, c'est un pseudonyme, et on a l'impression qu'il a construit ce pseudonyme comme un masque, comme une façon de se protéger. Le vrai Hergé est un être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus tourmenté, assez sombre dans son tempérament, mais surtout avec un culte du secret. Ça, c'est fondamental. C'est une des choses que je raconte dans la biographie Hergé fils de Tintin. Oui. C'est le côté secret. Ça commence avec ses origines. Commence avec un secret de famille. Un secret de famille dans ses origines, qui a fait couler énormément. À l'échelle de ses grands-parents, enfin, au rang de ses grands-parents dans la généalogie. Voilà. C'est un peu compliqué, mais disons que son père était né de père inconnu. Il y avait pas mal de fantasmes sur la généalogie noble, voire royale, qui aurait pu être la sienne. Mais il y a des secrets et des tabous dans l'enfance. Il y a un grand secret qui est le tempérament mélancolique de sa mère, et sa mère finira folle, et le thème de la folie très présent dans les années 30, dans les aventures de Tintin, va disparaître complètement. Lui-même était mélancolique, voire peut-être un peu neurasthénique, non? Oui, il est passé par des crises dépressives assez fortes. Il faut dire aussi que dans les secrets d'Hergé, il y a
un comportement qui n'a pas toujours été à la hauteur de celui de Tintin, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a été, disons, un collaborateur passif. Il a participé à un journal qui paraissait sous le contrôle de l'occupant. Il n'a pas mis dans Tintin de choses vraiment condamnables, mais ça reste une tâche. Et donc, il se méfiait après de la presse, des médias, notamment parce qu'il avait toujours peur des critiques. Critiques sur Tintin au pays des soviets, à l'époque où la Russie soviétique suscitait l'adhésion de beaucoup. Critiques par rapport à Tintin au Congo et au colonialisme. Critiques par rapport à l'absence quasi complète de femmes, etc. Donc, Hergé, je me souviens très bien dans cette première interview, il était vite sur ses gardes. On commençait à dire le mot femme, il démarrait une réponse pour se protéger. On disait, attendez, c'est pas de ça qu'on peut parler, et le sourire lui revenait. Mais au début, il y avait l'idée, je dois protéger, je dois être comme un bon petit scout, je dois être lisse, souriant, je dois être Tintin. Et au fond, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a Tintin, puis qu'Hergé est très différent, et que ce Hergé très différent, plus compliqué, est beaucoup plus passionnant. Le monde dont il est issu est celui de ces classes conservatrices belges. Toute petite bourgeoisie. Voilà, il a grandi une enfance assez pauvre, il n'a pas fait beaucoup d'études. Il a dû travailler immédiatement après la fin des études secondaires, malgré de très bons résultats. Toujours des modèles de vertu catholique, comme ça. Très... Éduqué dans un monde catholique et scout, un scoutisme à la dure d'ailleurs, qui est son premier contact avec d'autres pays, avec d'autres façons de vivre. Il y a quelque chose d'un scout chez Tintin lui-même, du reste, objectivement. Oui, mais Hergé lui-même beaucoup moins. Et par exemple, très curieusement, Hergé, qui a fait sa carrière avec les curés dans les journaux catholiques à ses débuts, disait qu'il n'avait jamais eu la foi. Et vous parliez de ses attirances spirituelles, elle le portait tout à fait vers d'autres types de croyances, un intérêt très fort pour les sagesses orientales, notamment pour le taoïsme à la fin de sa vie, une curiosité pour tous les phénomènes insolites ou paranormaux, mais ce n'était pas du tout un catholique, et même par certains côtés, c'était un bouffeur de curés, parce qu'il avait parfois eu à subir leur censure. Et justement, ce que vous dites, c'est qu'il avait son franc-parler, une personnalité parfois assez affirmée, et qu'il était capable de se mettre en colère. C'est pas l'image qu'on a d'Hergé, a priori. Le Hergé privé est un être riche et complexe, avec son immense générosité, par exemple dans sa façon de répondre quotidiennement aux lettres d'enfants. Il répond personnellement, il entretient des relations très très proches avec certains, mais dans le travail, dans les affaires, ou quand il estimait que des gens s'étaient comportés de manière incorrecte, il pouvait être assez vif et brutal. Ce n'est pas du tout une espèce de ravi de la crèche, comme ça, de personnage toujours. C'est lui-même qui se présentait comme tel. Hein. Ben oui, il a peut-être aussi que les médias jouaient leur rôle, parce qu'on l'invitait à l'époque, surtout dans les émissions enfantines. Alors, vous savez, il sortait un livre où il avait mis beaucoup de lui-même, comme Tintin au Tibet, un vrai renouvellement. Alors on disait, alors Hergé, c'est toujours la même chose, toujours la grande aventure, etc. C'était pas le moment de venir expliquer qu'il avait mis toute une part de sa vie, toute une part de ses rêves, de ses cauchemars, de ses hantises, dans un album comme Tintin au Tibet, où vous évoquiez les si belles phrases de Michel Serres à son propos. On ne l'aura finalement pris au sérieux que sur le tard, et en grande partie après sa mort, du reste. Il serait peut-être étonné de voir l'importance des études qui aujourd'hui sont menées sur son travail et l'approfondissement que l'on fait de ce travail. Quand j'ai commencé, il n'y avait que 3 ou 4 livres. Il y avait notamment les entretiens avec Numa Sadoul, qui sont un livre très important, mais il n'y avait quasiment rien. Et il était surpris d'ailleurs qu'un jeune homme comme moi consacre tant de temps à cette œuvre. Et régulièrement, il disait mais qu'est-ce qui restera de tout ça? Pourquoi on s'y intéresse tellement? Il lui-même essayait de comprendre. Évidemment, la réconciliation autour de lui, puisque dans les années 70 surtout, période très politique, il y avait pas mal de critiques contre Hergé. La réconciliation commence au lendemain de sa mort, avec ce numéro spécial dont beaucoup d'amateurs se souviennent, ce numéro spécial de Libération, entièrement illustré de vignettes de Tintin. Et c'est le moment aussi où en bande dessinée va se développer un courant qu'on appelle la ligne claire, qui rend hommage au style d'Hergé. Et là, il va y avoir des années de popularité, une multiplication de livres. Hergé aurait été stupéfait. Et d'ailleurs, il n'avait rien prévu pour ceux qui allaient venir après lui. Il ne pensait pas que l'œuvre serait près de 30 ans après sa mort, aussi présente. Et il ne pensait pas qu'il y aurait ce cadeau. Enfin, peut-être qu'il en rêvait de ce cadeau fantastique de Spielberg, puisque les premiers contacts avec Spielberg ont été pris en 82, un peu avant sa mort. Mais aujourd'hui, quand même, quelle présence encore extraordinaire. Et quelle gloire planétaire ce nouveau film va donner au personnage, qui n'avait peut-être pas besoin de ça. Je ne veux pas ça ne peut pas lui faire de mal, en tout cas. Je ne veux pas vous inquiéter, Benoît Peeters, mais là, nous venons d'aborder la biographie d'Hergé. Dans quelques instants, nous allons aborder celle de Tintin, et là, ça va nous donner un peu plus de fil à retordre. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Jusqu'à 14h sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
générique sur Europe 1 de Tintin et le lac aux requins. Oui, effectivement, c'est très années 70. Avec quelle maestria nous flirtons avec le kitsch dans cette émission. Ça s'appelle de la production presque hollywoodienne. On n'a pas encore la BO du film de Spielberg, mais je pense que ça va être un peu différent, évidemment. J'imagine plus actuel, on va dire, au niveau des sons. J'invite les auditeurs à réagir, 3921 europe1.fr. On attend leur réaction concernant Tintin aujourd'hui. Tintin, Hergé et tout ce monde d'Hergé dont Benoît Peeters est un des grands spécialistes. Alors Benoît Peeters, on a assez vite fait le tour lorsqu'on aborde la biographie de Tintin lui-même. D'où vient-il? D'abord, quel âge a-t-il? Je disais dans les premières bandes dessinées, il est très jeune, il a 14-15 ans. On le voit mûrir un tout petit peu à partir du 4e album. Hergé lui donnait 17 ans. Oui. Mais donc il est né quasiment à cet âge-là. Il est peut-être né à 15 ans, il a mûri jusqu'à 17 ou 18 ans en pas mal d'années depuis 1929. C'est pas une grande maturité. À partir du moment où il adopte le pantalon moderne, donc là on est dans les années 70, il a l'air un tout petit peu plus âgé peut-être. C'est pas la meilleure idée qu'a eu Hergé. Il l'a créé avec des culottes de golf, c'était la mode de l'époque. Mais à un moment, on pourrait presque dire que les culottes de golf c'est devenu Tintin, comme la houppe c'est Tintin. Ça fait partie de lui. C'est un drôle de personnage effectivement, parce que Tintin, est-ce que c'est un prénom ou un nom? Où sont ses parents? Alors, où sont ses moyens de vivre? Au fond, il incarne la liberté suprême. Il y a un très très joli mot du critique Jean-Marie Apostolides qui a parlé du mythe du surenfant. Vous savez, on parle souvent des super-héros, des surhommes, comme disait Nietzsche. Eh bien là, le surenfant, c'est-à-dire au fond, tous les pouvoirs de l'adulte, toute la jeunesse de l'adolescent, tout l'esprit de l'enfance, tout ça réuni en un seul être. Et au fond, pour nous, il est l'enfant idéal, l'enfant sublime, l'enfant que chacun de nous a envie d'être ou de redevenir. On peut se projeter très facilement, évidemment, dans le personnage. Et Tintin n'est ni, d'une certaine façon, ni un homme, ni une femme. C'est un personnage presque neutre. Et chacun, au fond, devient Tintin à l'instant où il lit les aventures. C'est pour ça que quelquefois on dit, il n'y a pas de fille dans Tintin. En quelque sorte, je crois qu'une lectrice devient aussi Tintin au moment où elle entre dans l'aventure. En préparant cette émission, je lisais le terme androgyne à propos de Tintin. Je crois que c'est une erreur. Il n'a rien d'androgyne. Non. Il est plutôt neutre. C'est beaucoup plus juste comme approche. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est très important. On croit parfois qu'Hergé s'est trompé parce qu'il aurait créé un personnage au fond trop peu caractérisé. Mais ce qu'il a fait, c'est que ce Tintin est le porteur de l'aventure, de la ligne droite que chacun peut suivre. Et puis, autour de lui, nous avons tous ces personnages fantaisistes. Vous parliez du goût d'Hergé pour les personnages fantaisistes. Les Dupont, Tournesol, Haddock, la Castafiore, Lampion, qui eux sont très caractérisés et qui eux font toujours déraper l'aventure. Au fond, Haddock, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des obstacles, il crée des contrariétés. Il n'a pas envie de partir en voyage. C'est Tintin qui a envie de résoudre la mission, de faire triompher le bien. Haddock aimerait rester plus tranquillement. Et donc, Tournesol, par sa distraction, par sa surdité, perturbe aussi l'aventure. Et donc, si tout le monde perturbait, l'aventure n'avancerait pas. Il y a donc Tintin qui va de l'avant et les autres qui font des boucles. Et qui sont beaucoup plus caractérisés, d'ailleurs, tous ces autres personnages. Parce que Haddock, on sait des choses. Par exemple, on connaît, et ça sera au cœur du film de Spielberg, l'histoire de l'ancêtre. Le fameux chevalier François de Haddock, auquel le roi Louis XIV en personne a donné un château, etc. Donc, les personnages ont une histoire, une généalogie. Il s'étoffe au fil des albums, alors qu'on a l'impression que pour ce qui est de Tintin, il ne prend absolument pas un gramme, lui, ni sur un plan physique, ni sur un plan mental. Il est toujours le même, il est toujours dans le même état de transparence, en quelque sorte. C'est peut-être ce qui permet d'intéresser, vous disiez, autant les filles que les garçons, mais aussi autant les adultes que les enfants, voire les grands adultes. On connaît le fameux slogan de Casterman, de 7 à 77 ans, mais c'est vrai il faut prolonger un peu. Moi, j'ai proposé récemment de passer de 7 à 107 ans, parce qu'avec l'allongement de la vie humaine, il y a une sanction. Regardez Michel Serres, la quantité, et je crois qu'il a passé les 77 ans, il serait triste qu'il ne puisse plus lire Tintin. Alors pourquoi les adultes s'intéressent-ils aussi à Tintin? Est-ce qu'on arrive à trouver dans ces albums autre chose que le premier message diffusé? Est-ce qu'il y a des lectures au 2e, au 3e degré? Est-ce qu'il y a ce que Barthes, puisque nous parlions de Roland Barthes, au-delà de l'obvi et l'obtus, est-ce qu'il y aurait un 3e sens chez Tintin? Il y a plus d'un sens certainement, mais pour une raison très simple. C'est qu'au fond, Hergé a dessiné d'abord pour lui-même. Il a dessiné ce qui le passionnait, ce qu'il avait envie de raconter. Il a mis toute l'ambition, tous les thèmes qui l'intéressaient. Regardez le Lotus Bleu avec la guerre entre la Chine et le Japon, des questions très compliquées, la société des nations de l'époque, etc. Il raconte ça sérieusement, solidement. Il ne se dit pas, la toile c'est de fond pour les enfants. Voilà, la il toile n'y a de chez fond est lui très solide. aucun
mépris, aucune condescendance par rapport à son public. Il raconte clairement, lisiblement, une histoire qui le passionne, une histoire pour laquelle il se documente. Quand il rencontre un jeune étudiant chinois, Chang Chongzhen, ça bouleverse ses conceptions sur les autres peuples, etc. Eh bien, il fait entrer ce choc personnel dans l'histoire. Il fait de Chang un personnage. Et toute sa vie, Hergé a fait cela, c'est-à-dire qu'il n'a pas édulcoré. Quand il y a des fantasmes, des cauchemars, des situations épouvantables, quand le capitaine Haddock est prêt, dans un délire éthylique, à déboucher Tintin enfermé dans une bouteille, etc. Ce sont des images qui aujourd'hui pourraient choquer peut-être des éducateurs, des bibliothécaires. Eh bien, Hergé se dit, ça fait partie de la vie, ces terreurs font partie de la vie. Il est, au fond, avec Tintin, l'équivalent des contes de fées. Et le conte de fées, dans les contes de fées, il y a des ogres, il y a des bonnes fées, il y a des mauvaises fées. Et je crois qu'il y a cette force chez Hergé d'avoir travaillé sans jamais vouloir édulcorer, simplifier, banaliser. Et donc, après, à chaque âge, on le relit, on découvre une autre dimension. Un jour, c'est la dimension historique. Un autre jour, c'est la dimension psychologique ou psychanalytique ou philosophique. Toutes ces dimensions existent et pourtant, un enfant peut continuer à lire Tintin en suivant Milou, qui court derrière le chat, et prendre lui aussi goût à l'aventure. Patrick nous dit qu'Hergé a finalement créé le meilleur manuel d'histoire-géographie du monde. Pour une fois, parce que Patrick est un auditeur fidèle et qui nous envoie souvent des messages, je ne suis pas tout à fait de cet avis parce que je ne crois pas que le but soit pour Hergé de faire passer un savoir pédagogique à travers une histoire ludique. C'est au contraire, comme vous venez de nous le dire très clairement, Benoît Peeters, d'utiliser une toile de fond très sérieuse et très solide au service de son histoire, de son univers et de ses personnages, qui reste bien le cœur de l'affaire. Tintin n'est pas là pour dorer la pilule, il est la pilule, si je puis dire. Alors, il y a quand même deux mondes. Il y a le début, les premières années, où on pourrait dire qu'on est Tintin à la conquête du monde, c'est ça. Et dans la deuxième partie, c'est Tintin et son monde. Les 5-6 premières aventures. Ceux qui l'entourent. Voilà, donc il y a vraiment deux périodes. Au début, il part à la découverte des pays, et peu à peu, son propre univers se peuple. Il y a le château de Moulinsart, il y a toute cette galerie de portraits, toute cette famille de papier. Il y a cet album complètement incroyable, qui est parfaitement statique, et où ce n'est plus Tintin qui s'en va dans le monde, mais où c'est le monde qui vient à Moulinsart. C'est l'album des bijoux de la Castafiore, que vous avez si pertinemment analysé, Benoît Peeters, et sur lequel nous revenons dans un instant. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous sommes toujours en compagnie de Benoît Peeters, qui est le biographe d'Hergé. Nous parlons de Tintin et visiblement, ça fait réagir les auditeurs, Franck. Oui, alors parmi les réactions, Daniel me demande de ne pas oublier de citer les bandes dessinées de Josette et Joko, ainsi que les aventures de Quick et Fluke, qui sont aussi, dit-il, de Hergé. Et il est question là-dedans de grande morale. Tintin ainsi que Quick et Fluke sont parus dans Cœur Vaillant en France dans les années 30 et nous dit Daniel, j'en ai plusieurs centaines d'exemplaires originaux chez moi. Et il y a une très très jolie réédition des Quick et Fluke originaux qui vient de se faire chez Casterman. Ils sont magnifiques, c'est les Quick et Fluke en noir et blanc avec leur fraîcheur. C'est deux gamins impertinents, deux gamins qui font plein de bêtises. C'est la face plus ludique et plus canaille d'Hergé. Et oui, et ce qui est étrange, c'est que ce sont des personnages vraiment créés par Hergé, alors que Tintin lui a été au départ plus ou moins imposé par l'abbé soufflé par l'abbé Wallet, mais Hergé se l'est vite approprié. Lire Tintin, Les bijoux ravis, c'est aux Impressions Nouvelles la réédition de votre ouvrage, donc Les bijoux ravis, Benoît Peeters. Alors c'est une analyse très très fouillée, très très savante mais accessible, j'espère. Et très très accessible, merveilleusement accessible. Je vais pas vous dire le contraire. J'ai commencé l'émission en disant que c'était un de mes livres préférés. Et je réédite. C'est une analyse très précise de cet incroyable album, Les bijoux de la Castafiore. Bianca Castafiore, me disiez-vous pendant l'interruption, est apparue dans les aventures de Tintin dans le Sceptre d'Autocar. Juste avant la Première Guerre mondiale, donc c'est un personnage qui a eu une longue carrière. Le rossignol milanais, comme on la surnomme, s'est fait connaître dans le grand air des bijoux du Faust de Gounod, ce qui ne plaît pas à tout le monde et notamment pas au capitaine Haddock. Je ne résiste pas au plaisir de vous envoyer Victoria de Los Angeles sur le même air. Ce n'est plus toi, ce
L'ère des bijoux sur Europe 1, interprété par Victoria de Los Angeles, Franck. Sous la direction d'André Cluitin, c'est un très grand enregistrement de 1959. Alors, Benoît Juste Peters, contemporain des bijoux de la Castafiore. C'est le moment où là vous avez choisi vraiment, parce que Hergé dessine cette histoire vers 1960, à un moment où il a déjà fait beaucoup, et où au fond il va jouer avec son propre univers. On parle souvent de parodie de Tintin, et je crois que la plus fine, la plus subtile des parodies de Tintin, Hergé lui-même l'a faite, et c'est les bijoux de la Castafiore. il se l'est fait lui-même en quelque sorte. Alors, quand on a fini la lecture de votre ouvrage, on se rend compte que ce livre est tissé, pour employer un terme barthésien, est tissé de références, de chants divers, d'une symbolique propre, mais aussi d'une symbolique universelle. Est-ce qu'Hergé était conscient de tout ce qu'il a mis dans un album comme celui-là, ou est-ce que c'est ce qu'on appelle le génie après tout? Est-ce que ça venait d'ailleurs? Est-ce qu'Homère était conscient de tout ce qu'il a mis dans l'Odyssée et Shakespeare dans Hamlet? Je crois qu'il y a une part de conscient et d'inconscient. Hergé avait une très grande curiosité pour la psychanalyse, notamment la psychanalyse jungienne, passionné par les rêves, passionné par les symboles. Donc on peut penser qu'il y a des choses qui sont conscientes. Et puis, il y a des choses qu'on remarque très vite quand on est un lecteur attentif. Par exemple, les oiseaux. Les oiseaux traversent tout cet album des bijoux de la Castafiore. Je crois qu'on peut dévoiler la clé de l'énigme en disant que cette émeraude de la Castafiore, en fait, ça va non pas avoir été volée, mais juste dérobée par une pie voleuse, ce qui fait penser à un opéra, l'opéra à la pie voleuse. Mais dès la première image des bijoux de la Castafiore, qu'est-ce qu'on aperçoit? En haut d'un arbre, toute innocente encore, la pie. Elle est déjà là. Que va apporter la Castafiore en même temps qu'un disque d'elle? Parce qu'elle est assez narcissique, elle qui rit de se voir si belle dans son miroir. Que va-t-elle apporter? Un perroquet. Et donc, on peut suivre comme ça énormément d'éléments. Les perroquets ont des rapports avec les onomatopées, jouent un rôle essentiel. Voilà. Vous avez travaillé aussi sur de jeux, sur les sonorités, sur les allitérations. Vous parlez de l'onom, on va pas employer de termes peut-être trop compliqués, j'allais dire de l'onomastique, mais en tout cas, la façon dont sont appelés les personnages. Vous dites Castafiore, rapport avec Raskar Kapak, avec Rastapopoulos. Que veut dire Bianca Castafiore? Déjà, souvenons-nous-en, blanche, chaste, fleur. Or, que fait Tournesol pendant cet album? Il offre, il prépare, il cultive une nouvelle variété de roses blanches, mais quand il l'offre à la Castafiore, c'est lui qui brusquement se met à rougir, car on sent que cette rose blanche a été offerte par un professeur brusquement en amoureux. Alors, il y a énormément de détails, et ce que j'ai voulu faire en lisant de près les bijoux de la Castafiore, c'est au fond relire l'ensemble des aventures de Tintin en montrant qu'Hergé n'était pas simplement un grand conteur, un grand humoriste, un grand créateur de personnages, mais que c'était un merveilleux écrivain et un merveilleux dessinateur. Parce que vous pouvez relire les albums plusieurs fois, vous trouvez toujours des choses. Et très curieusement, j'ai quand même passé pas mal de temps à étudier cet album, les bijoux de la Castafiore. Eh bien, il m'est arrivé plus d'une fois, le relisant, de découvrir encore des choses qui ne sont pas dans mon livre. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu épuiser le sens. Mais vous savez, si on pense à un grand film d'Hitchcock, par exemple, pensez à des grands films d'Hitchcock comme, Vertigo, par exemple, ou La mort aux trousses. Vous pouvez les voir 10 fois, 20 fois. Vous allez les oublier, vous allez les retrouver. Et brusquement, un détail puissant, original, une invention va vous sauter à la figure. C'est ce qu'on appelle les classiques. On croit parfois que les classiques, ce sont des œuvres un petit peu poussiéreuses, réservées à l'apprentissage scolaire. Je crois que simplement le classique, c'est des œuvres qui résistent au temps et qu'on peut relire avec un œil neuf, mais comme si elles avaient été faites hier. Et je pense que le film de Spielberg va amener un nouveau public. Mais ce que j'espère surtout, c'est que ce public va se reporter vers les albums et voir que sans la 3D, sans les effets spéciaux, sans Hollywood, ces albums immobiles sont vivants, dynamiques et peuvent être relus comme s'ils avaient été faits hier. Pourquoi? Parce que un bateau, une voiture, un avion dans Tintin, ce n'est pas un modèle de telle ou telle année qu'il faudrait remettre au goût du jour, c'est le bateau, la voiture, l'avion, dans l'archétype que nous pouvons tous en avoir. Ça prend une valeur absolue. Il y a à la fois du miroir et de l'absolu dans tout ça. Il y a de la stylisation chez Hergé. Il a réussi par son dessin à simplifier les formes, mais à les rendre immédiatement reconnaissables et en même temps à les nourrir de vie. Vous savez, il prenait la pause pour chaque attitude. Haddock qui décroche le téléphone, Hergé prenait la pause, un collaborateur faisait le croquis. Pourquoi? Parce que tout doit rester vivant.
Les bijoux ravis, lire Tintin, Benoît Peter, c'est édité chez vous aux Impressions Nouvelles. Et puis je rappelle que Champ Flammarion, donc en édition de poche, vient de rééditer votre Hergé fils de Tintin, magnifique biographie du créateur de Tintin. Et puis j'ai cité ces deux hors-série très intéressants. Vous avez tout à l'heure cité Jean-Marie Apostolides, il a participé au hors-série de Philosophie Magazine. Il y a aussi un merveilleux entretien avec l'écrivain Pierre Michon. C'est des très très belles pages sur Tintin. Tintin au pays des philosophes, donc ça c'est le hors-série de Philosophie Magazine, et puis le hors-série du Point et d'Historia. Ça s'appelle Les personnages de Tintin dans l'histoire, les événements de 1930 à 1944 qui ont inspiré l'œuvre d'Hergé. Merci infiniment Benoît, merci d'être venu nous parler de votre passion pour ce personnage inépuisable.